Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce 19e webinaire de l'Association française de thermodynamique des matériaux. Donc, comme vous le savez, l'association organise tous les mois des webinaires sur différentes thématiques. Donc, c'est déjà le 19e, donc c'est une série qui marche très bien. Pour rappel, les webinaires sont enregistrés, donc celui-ci comme les précédents, et sont ensuite mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver les anciens webinaires ou regarder à nouveau ceux qui vous ont le plus intéressé. Donc aujourd'hui, on va accueillir Annie Anthony. Donc Annie est maître de conférence au laboratoire CIMAP à Grenoble. Et elle va nous présenter aujourd'hui des exemples d'analyse de microstructures de solidification pour la reconstitution des chemins de cristallisation. Alors, pendant qu'elle nous fera sa présentation, vous pouvez déjà commencer, si vous le souhaitez, à poser, à lister un petit peu vos questions dans le fil de discussion. Et si je pourrais commencer à piocher des questions dans ce fil pour engager la discussion à la fin de la présentation d'Annie. Voilà, Annie, je te laisse la parole. Oui, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, le séminaire que je vous propose consiste en fait à regarder ensemble comment déchiffrer des microstructures qui ont été obtenues après le Ah, passage de l'état liquide à l'état solide. Alors voici un petit peu le plan de la présentation que je vous propose. Dans l'objectif d'étudier les diagrammes de phase dans les systèmes multiconstitués, que ce soit pour acquérir des données thermodynamiques ou alors pour établir ou approfondir la connaissance de diagrammes de phase, qui est d'ailleurs un préalable et un passage obligé important pour la conception d'alliage. Alors, on va utiliser des méthodes de préparation d'alliage, comme la fusion à l'arc ou le four à induction, et ensuite des techniques de caractérisation, euh, par exemple des techniques d'analyse thermique, qui impliquent un passage de l'état liquide à l'état solide. Donc ça va déboucher sur un certain nombre de mesures expérimentales qui peuvent être associées à une analyse microstructurale comme support supplémentaire à l'interprétation des résultats. Par exemple, on va pouvoir identifier des phases primaires ou reconstituer le chemin de solidification, c'est-à-dire la succession des transformations de phase, la jeunesse des microstructures en fait de l'état solide depuis et de l'état liquide depuis l'état solide. Ce d'autant plus que des techniques d'analyse telles que l'analyse thermique différentielle sont des techniques à l'aveugle, et pour pouvoir rapprocher les températures des événements thermiques qui auront été notés avec les transformations le long du chemin de solidification, l'analyse microstructurale s'impose. Cependant, la reconstitution de cette évolution microstructurale peut se heurter à un certain nombre de difficultés. L'apparition de multiples phases qui peuvent être considérées comme des phases primaires, la flottaison ou la sédimentation de phase, l'apparition de phases métastables ou des problèmes de solidification hors équilibre. Donc, dans cette présentation, je vous propose un partage d'études de cas qui vont me permettre d'illustrer tous ces points au travers d'exemples typiques qui ont été rencontrés au cours des travaux de recherche qui ont été menés au laboratoire, et de montrer comment l'ensemble de ces renseignements obtenus par l'analyse minutieuse des microstructures peut venir compléter d'autres déterminations de paramètres thermodynamiques. Alors, sur cette première diapo, je vous propose d'analyser des échantillons du système ternaire fer-titane-bore. Donc, ce sont ici un exemple de microstructures choisies parmi des images électroniques réalisées en microscopie électronique à balayage sur des coupes longitudinales d'alliage de ce système qui ont été trempées à partir de l'état liquide. Donc, de façon générale, un moyen d'identifier les phases primaires, c'est d'identifier ces microstructures d'alliage brutes de solidification. En premier lieu, comment identifions-nous
ces phases primaires, bon, déjà de par leur taille, par rapport au reste des constituants de la microstructure, qui est beaucoup plus importante, et aussi par l'apparence d'une croissance libre à partir du liquide. Donc, sur toutes ces micrographies, on observe une structure relativement fine et uniforme. Donc, le premier échantillon en haut présente de gros cristaux de F et de B facettés, donc, qui peuvent être attribués à la phase primaire correspondante. Sur l'image en dessous, on observe en contraste blanc quelques dendrites qui ont été identifiés comme correspondant à une solution solide de fer. Et même chose pour l'échantillon proposé à droite, où l'on identifie de grosses dendrites ici de taille de l'ordre de 50 microns, qui correspondent là aussi à une solution solide de fer. Donc, à partir de là, on peut situer ces échantillons sur les nappes de cristallisation correspondantes en s'aidant par exemple d'un calcul préliminaire du diagramme de phase et en particulier de la projection des nappes liquidus. Ici, pour les échantillons qui nous intéressent, on se focalise sur le coin riche en fer du système ternaire fer-titane-bore. Donc, à partir de ces déterminations, on peut délimiter les domaines de cristallisation primaire, donc avoir une information importante sur la solubilité des différents éléments dans la phase liquide. Ces échantillons étant trempés, on n'ira pas plus loin dans l'interprétation de ces microstructures parce que ça va correspondre à une solidification qui ne s'est pas déroulée à l'équilibre. Néanmoins, on tire déjà des renseignements importants quant au positionnement des différentes lignes monovariantes sur ce système. Alors, s'agissant ici d'échantillons comme par exemple l'échantillon de droite qui a une microstructure, une structure dendritique relativement uniforme avec des dendrites de l'ordre de 100 microns, une détermination supplémentaire aurait pu constituer à essayer d'évaluer quelle est la conode de l'équilibre liquide-solide à la température du liquidus. Donc, l'échantillon étant trempé à partir de la détection du signal qui correspond à la solidification, à l'apparition d'un événement identifié comme correspondant à l'apparition de la première phase primaire, après 30, la conode va être donnée par la composition du liquide, qui est la composition globale initiale, et par la composition du solide en équilibre qu'on va aller chercher en dosant la composition au centre des dendrites. Donc, les conodes obtenues vont donner une information importante sur la direction initiale du chemin de cristallisation, puisque la première conode lui est tangente. Et on pourra même éventuellement remonter jusqu'à la connaissance de coefficient de partage. Alors, vous voyez qu'ici, je n'ai pas mentionné d'alliages qui correspondent à la nappe de cristallisation primaire de TiB2 parce que il y a ici une difficulté supplémentaire que je vous montre à partir de ces deux micrographies réalisées sur des échantillons qui, a priori, se situent tous deux dans la nappe de cristallisation primaire de TiB2. Donc là aussi, ce sont des alliages qui ont été élaborés par fusion en four à induction, puis trempés. Alors, sur la microstructure de gauche, alors on a deux phases a priori d'apparence primaire qui sont observées. D'abord, sous forme de dendrite en contraste blanc, on identifie la solution solide de fer et il y a des particules hexagonales aussi de TiB2 qui peuvent éventuellement être considérées aussi a priori comme des phases primaires. Donc, on retrouve aussi cette présence de deux phases primaires dans ce deuxième échantillon, qui est un petit peu plus riche en bord, avec cette fois deux gros cristaux de F et de B conjugués à la présence de particules hexagonales de TiB2. Donc, ces particules sont parfois situées à l'intérieur des dendrites. Et il est difficile d'attribuer un ordre d'apparition à ces phases. Donc, on peut avoir une deuxième indication
si on considère la taille de ces particules de TiB2, qui est beaucoup plus fine dans le cas de l'échantillon de gauche que dans le cas de l'échantillon de droite. Donc, ça laisse penser que TiB2 peut être assimilé à la phase primaire dans l'échantillon de droite, alors que ce serait plutôt la solution solide de fer dans le cas de l'échantillon de gauche. Alors bien sûr, ici, dans ce cas-là, ce n'est pas la détermination des phases primaires à partir des échantillons bruts d'élaboration qui est suffisante pour pouvoir trancher. Il faut confronter avec les résultats d'autres techniques expérimentales et en particulier, par exemple, l'analyse d'échantillons après des expériences d'ATD. Donc, c'est ce que je vais développer dans la suite, mais déjà en anticipant un petit peu, quelle est une interprétation possible dans le cas de l'alliage de gauche. Le mécanisme proposé pourrait être le suivant. Après la formation des dendrites de solution solide de fer, les particules de TiB2 précipitent dans des zones qui, du coup, sont enrichies en titane et bore, au bord des dendrites. Le liquide avoisinant est alors appauvri en titane et en bore, et ça va favoriser la croissance ultérieure des dendrites autour des particules de TiB2 ainsi formées. Alors que dans l'échantillon de droite, les cristaux de TiB2 correspondraient à la phase primaire. Donc, ça permettrait de resituer la ligne monovariante de séparation des solutions solides de fer avec le domaine de TiB2, en distinguant des alliages qu'on pourrait qualifier d'hypoeutectiques avec des alliages hypereutectiques. Alors, pour confirmer cette interprétation, on se base sur une analyse microstructurale réalisée après des expériences en analyse thermique différentielle. L'analyse thermique différentielle étant d'ailleurs souvent la première étape dans l'investigation des diagrammes de phase pour la détermination des températures caractéristiques de transformation. Alors, vous avez ici un exemple de thermogramme qui a été réalisé avec une vitesse de chauffage et de refroidissement de 2 degrés par seconde. Alors, on liste un certain nombre d'accidents thermiques, dont les 2 premiers peuvent être attribués à la transformation ferroparamagnétique et à la transformation allotropique du fer, respectivement. La température, la valeur de température correspondante au sommet du dernier pic à la montée permet de déterminer la température du liquidus. Le signal au refroidissement est moins caractéristique parce qu'il est souvent soumis à des problèmes de surfusion, mais il permet quand même d'établir une limite inférieure sur les valeurs des températures caractéristiques et présente souvent plus de pics qui sont plus distincts et qui permet d'accentuer la distinction entre les différentes étapes de solidification. C'est pour ça que souvent il est conservé, même si on ne l'utilise pas directement pour attribuer une valeur aux températures de transformation. Donc maintenant, pour rapprocher les températures de ces accidents thermiques avec les transformations le long du chemin de solidification, il faut analyser la microstructure de l'échantillon en fin d'expérience. Donc voilà les images électroniques caractéristiques de coupe longitudinale d'échantillons après ATD. Donc sur ces images, on observe des dendrites primaires de solutions solides de fer qui sont répartis dans l'ensemble de l'échantillon de façon relativement uniforme. On note quelques particules de TiB2 qui ont malgré tout un aspect primaire de solidification, mais très fines et réparties dans l'ensemble de l'échantillon. On identifie aussi un microconstituant eutectique biphasé dans les régions interdendritiques entre la solution solide de fer et TiB2 et un eutectique ternaire très fin entre TiB2, Fe2B et la solution solide de fer. Alors, à noter ici que la distinction entre les solutions solides de fer austénitiques et ferritiques est difficile, compte tenu de la transformation de l'austénite en ferrite au cours de refroidissement, et qu'elles sont simplement identifiées comme telles par extension des domaines d'existence des phases pour les systèmes binaires limitrophes. Donc, dans le cas de cet échantillon, on peut plus sûrement attribuer donc la phase primaire comme étant la solution solide de fer, alors que dans l'échantillon suivant,
qu'est-ce qu'on remarque sur les micrographies électroniques de coupe d'échantillons post-ATD? C'est une séparation, une flottaison des particules de TiB2 qui certainement se sont formées en premier à partir du liquidus, puis se sont accumulées en raison de leur masse volumique plus faible que le liquide, à partir du moment où ils se sont formés, donc ils se séparent par flottaison. Donc ce sont bien, dans le cas du deuxième alliage, ce sont bien ces particules de TiB2 qui probablement correspondent à la phase primaire. Ce phénomène n'a pas été observé dans l'échantillon précédent. Si les particules de TiB2 avaient été aussi la phase primaire dans l'échantillon précédent, on aurait dû constater aussi ce phénomène de flottaison. Et les particules de F et de B, considérées aussi comme des particules avec une morphologie de phase primaire, apparaissent ensuite, sinon elles auraient gêné la séparation de TiB2 et du liquide. Donc, les étapes suivantes du chemin de solidification s'interprètent alors comme pour un alliage à plus faible teneur en titane et en bore, avec la formation d'un eutectique biphasé, puis de l'eutectique ternaire. Donc, sur ces expériences, on voit qu'il y a une multiplicité de phases primaires et attribuer un ordre à la formation de ces phases nécessite le croisement de plusieurs techniques expérimentales, sachant que pour être sûr de cette interprétation, les expériences ont aussi été croisées avec des expériences de maintien isotherme avec présence simultanée du liquide et du solide. Donc, cette multiplicité de phases primaires est relativement classique. On l'observe aussi, je vous la présente dans un autre système ternaire, qui est le système fer-tungstène-carbone. Donc, ce sont deux microstructures d'alliage qui sont observées aussi après expérience d'analyse thermique. Donc, dans le cas présent, elles sont encore plus complexes et il est d'autant plus difficile de rapprocher les étapes de solidification avec les événements thermiques qui ont été détectés sur les thermogrammes. Alors, qu'est-ce qu'on observe au niveau des phases primaires? Donc, dans l'alliage de gauche, on peut identifier tout en bas des carbures de tungstène WC qui ont décanté au fond du creuset, des dendrites d'austénite, mais aussi des aiguilles de cémentite. Sur l'alliage de gauche, on retrouve ce même phénomène de séparation de cristaux de WC avec des dendrites de solution solide de fer associés à des pétales de graphite, des larges filaments de graphite qui peuvent être aussi considérés comme une phase primaire. Donc, si on regarde au niveau d'un calcul de diagramme de phase pour essayer de guider l'interprétation de ces microstructures, donc les deux nuances d'alliage proposées se situent a priori dans la nappe de cristallisation primaire du carbure de tungstène. Donc, on peut considérer ici que le carbure de tungstène est la première phase qui va se former à partir du liquide, puis se sépare du liquide par décantation et donne donc un appauvrissement en tungstène et en carbone qui génère ensuite l'apparition des autres phases à caractère primaire. Donc, cette multiplicité de phases primaires, néanmoins relativement courante, et on la retrouve aussi dans la littérature, et elle peut s'expliquer par un chemin de solidification hors équilibre que j'ai schématisé ici sur ce graphique. Alors, qui est une sorte de section verticale qui, pour le système ternaire fer-titane-bore, pourrait correspondre à une section verticale entre les deux constituants TiB2 et Fe2B. Donc, dans le cas du système ternaire fer-titane-bore, la présence à la fois de TiB2 et de Fe2B d'apparence primaire
peut s'expliquer selon le mécanisme suivant. Donc, on aurait d'abord germination-croissance des particules de TiB2 qui germent et croissent en deçà de la température de la réaction eutectique selon l'extension métastable de la surface de liquidus correspondant à TiB2. Donc, ça va appauvrir le liquide en titane et en bore. La force motrice de germination de F et de B devient alors très importante et va conduire à une germination et une croissance de larges plaquettes de ce composé. Et cette interprétation peut être aussi transposée ensuite dans le système ternaire fer, tungstène, carbone pour expliquer aussi la multiplicité de ces phases primaires. Alors, outre ce problème d'identification des phases primaires à partir d'échantillons bruts de solidification, un autre problème qui peut se poser est le fait que très souvent, on n'a pas affaire à un chemin de solidification qui se déroule selon les conditions d'équilibre thermodynamique. Alors, c'est quelque chose qu'on introduit traditionnellement en enseignement à partir de systèmes binaires. Donc, je vous présente ici le système binaire aluminium-cuivre avec un échantillon d'alliage qui comporte 4% et demi de cuivre, donc bien en deçà de la solubilité maximum du cuivre dans la solution solide d'aluminium qui est de 5,7%. Donc, sur l'alliage brut de solidification, on observe des dendrites, identifiés comme des dendrites de solution solide d'aluminium, avec en interdendritique une microstructure eutectique. Donc, on est loin ici d'une microstructure d'alliage attendu selon un chemin à l'équilibre qui devrait être de gros cristaux de solution solide d'aluminium. Donc, cette microstructure s'interprète, par exemple, en faisant appel à un chemin de solidification hors équilibre selon un modèle le plus simple possible qu'on puisse envisager comme un modèle de Child-Gilbert, donc qui explique à la fois la modulation de composition qu'on observe à l'intérieur des dendrites, et qui est calculé ici sur ce graphe entre le centre de l'échantillon et le bord de la dendrite, et un chemin de solidification selon un modèle de Child-Gilbert entraîne jusqu'à la formation de l'eutectique entre la solution solide d'aluminium et la phase intermétallique, θ, qui est le constituant interdendritique, le microconstituant interdendritique que l'on observe entre les dendrites. Donc, la plupart des échantillons qui n'obéissent pas à ces règles de solidification à l'équilibre présentent ce genre de microstructure dendritique qui permet néanmoins l'identification de la phase primaire. Si on conjugue à une analyse thermique différentielle, on aura l'information correspondante sur la température de liquidus, mais il faut alors être très précautionneux quant à l'interprétation des températures de solidus qui ne correspondent pas aux solidus disons, thermodynamique, à l'équilibre, dans des conditions d'équilibre. Et c'est pour ça qu'il est souvent hasardeux de faire correspondre les températures qu'on peut relever sur après une analyse thermique sur des thermogrammes, sur des sections isoplètes d'échantillons, voire sur une simple interprétation de diagrammes binaires. Alors, on retrouve aussi une analyse intéressante sur des solidifications qui se déroulent dans des conditions péritectiques. Alors, un très bel exemple est trouvé dans la thèse de Caroline Anthion, dans sa thèse de doctorat, sur des alliages de magnésium. Donc, j'ai extrait ici l'étude d'un alliage ternaire magnésium-yttrium-manganèse avec la microstructure correspondante après coulée en moule métallique. Alors, sur cette image électronique, on observe des particules en contraste blanc de MgY2
et qui sont assimilés aux dendrites de phase primaire. Dans une matrice d'un constituant Mg24Y5, qui est un constituant, qui est une phase intermétallique, donc plus riche en magnésium par rapport à la phase primaire Mg2Y, et on retrouve ensuite, on identifie un microconstituant eutectique formé des deux phases Mg24Y5 et magnésium. Manganèse, pardon. Donc, si on se réfère au diagramme de phase, compte tenu de la composition de l'alliage, alors si dans un premier temps on fait abstraction des 3,4% de manganèse et qu'on raisonne simplement dans le système magnésium-yttrium, donc la solidification, si elle s'était conduite dans des conditions d'équilibre, aurait dû simplement conduire à la formation d'une phase primaire, puis à une réaction péritectique donnant naissance au composé Mg24Y5. Si on retrouve le constituant eutectique Mg24Y5 plus solution solide de magnésium, ça signifie qu'on est descendu jusqu'à la formation de cette eutectique du côté plus riche en magnésium. Alors, comment on peut l'interpréter? En fait, si l'on part de la formation du constituant primaire MgY2, qui peut se dérouler donc en le liquide, à partir du liquide, la phase MgY2 précipite et la composition des liquides évolue en suivant la ligne liquidus jusqu'au point P. Arrivé au point P, la réaction péritectique a lieu et donne naissance au composé Mg24Y5 qui peut schématiquement être représenté comme apparaissant entre la phase liquide et la phase MgY2. Et si la diffusion dans le solide est suffisamment faible pour empêcher la réaction de se produire entre le liquide et MgY2, ce composé Mg24Y5 va venir écranter les phases en liquide et MgY2 et donc empêcher la réaction péritectique de continuer et le reste du chemin de solidification ne va donc plus concerner que le liquide de composition, la composition du point P. À partir de là, la solidification se poursuit par l'enrichissement du liquide en magnésium jusqu'à la formation de l'eutectique ternaire, de l'eutectique binaire. Donc, c'est une solidification en 3 étapes. On peut aller un petit peu plus loin maintenant en passant à son interprétation avec la prise en compte du manganèse. Donc, la solubilité du manganèse dans les 2 autres éléments est extrêmement faible. Donc, c'est pour ça qu'a priori, on peut faire une première interprétation dans le système binaire en considérant qu'on est très proche de ce système binaire limitrophe. Maintenant, si on prend en compte le 3e élément, donc l'existence des 2 invariants péritectiques et eutectiques donne naissance à 2 lignes monovariantes, 2 vallées qui se poursuivent dans le système ternaire et débouchent sur l'existence d'un certain nombre de constituants invariants quasi péritectiques et eutectiques dans le système ternaire. Donc, à partir de la composition initiale qui se situe dans la nappe de cristallisation primaire de MgY2, la direction du chemin de cristallisation est donnée par la composition de la phase MgY2 et se dirige vers la ligne monovariante à caractère péritectique PU2. Lorsque la composition du liquide atteint cette ligne monovariante, donc la réaction correspondante se passe entre le liquide plus Mg2Y qui va donner naissance à Mg24Y5. Ensuite, la composition du liquide traverse cette ligne monovariante pour atteindre la ligne eutectique entre la composition de l'eutectique binaire et l'eutectique ternaire. Le liquide se transforme en Mg24Y5 et solution solide de magnésium. Et l'absence d'eutectique ternaire avec le manganèse
donc laisse penser que le liquide va s'épuiser avant d'avoir atteint, donc le long de cette ligne, avant d'avoir atteint la composition correspondante de l'eutectique ternaire. Donc, ces solidifications à caractère péritectique se retrouvent dans plusieurs systèmes. On ne les retrouve pas dans les aciers, qui est un système emblématique avec la transformation péritectique à haute température entre la ferrite haute température delta et l'austénite gamma, donc en raison de la vitesse de diffusion du carbone dans les solutions solides. Mais qu'on peut retrouver dans d'autres systèmes tels que celui-ci. Et donc, il faudra être particulièrement vigilant dans l'interprétation ensuite des températures qu'on peut enregistrer à partir d'une analyse thermique différentielle. Donc, un autre aspect que je voudrais aussi évoquer, c'est l'existence, la coexistence dans certains systèmes de microconstituants eutectiques à la fois stables et métastables. Et j'ai pris pour illustration le système ternaire fer-tungstène-carbone, donc que j'avais déjà utilisé pour vous montrer la multiplicité des phases primaires, et qui est aussi intéressant parce que selon les échantillons, en fonction des compositions, en fonction de leur histoire thermique après analyse thermique différentielle, différents microconstituants eutectiques sont identifiés. Donc juste à 4 constituants eutectiques, un constituant eutectique que l'on peut qualifier de stable entre les phases austénitiques, carbure de tungstène et graphite, et 3 constituants eutectiques métastables. Donc, toutes ces propositions sont mentionnées dans la littérature et je vais vous présenter un certain nombre d'éléments qui ont permis de clarifier toutes ces divergences. Donc, le constituant eutectique stable donc, est entre les phases austénitiques, carbure de tungstène et graphite, tel qu'illustré sur la projection de liquidus des différentes nappes liquidus dont on peut se servir pour interpréter les différentes microstructures, sachant que la combinaison la plus fréquente que l'on rencontre, c'est la combinaison entre l'austénite, le carbure M6C en contraste clair et la sémantite M3C qui est représentée ici sous forme d'aiguille grise. Donc, je vais me focaliser sur les différents constituants eutectiques qu'on a pu rencontrer dans 2 compositions d'alliage caractéristiques situées a priori dans le domaine de cristallisation primaire de la phase WC. Donc, dans la partie inférieure de l'échantillon de gauche noté A, donc on observe un premier constituant eutectique qui est formé du carbure de tungstène WC, de l'austénite et de la sémantite. Dans la partie supérieure de l'échantillon, c'est un autre constituant eutectique qu'on identifie, qui est constitué toujours d'austénite, du carbure M6C et de la sémantite. Alors que dans l'autre échantillon de composition un petit peu plus riche en carbone, moins riche en tungstène et qui est noté B, on va retrouver un autre microconstituant eutectique formé des phases gamma, carbure de tungstène et graphite. Alors, voici un agrandissement de la micrographie précédente concernant cet alliage B, où l'on voit qu'en fait, l'eutectique stable coexiste avec l'eutectique gamma M6C graphite. Donc, les carbures qui participent à ces 2 eutectiques, WC et M6C, ont pu être distingués à partir de leur morphologie, puisque WC se présente sous la forme de petits blocs facettés, alors que M6C se présente sous une forme plus caractéristique d'arête de poisson.
Donc, c'est une combinaison qu'on retrouve dans une autre nuance d'alliage moins riche en tungstène. Et ces différentes combinaisons peuvent être expliquées par le calcul, en menant le calcul dans des conditions métastables, c'est-à-dire en excluant des phases judicieusement choisies. Par exemple, si l'on exclut le carbure de tungstène avec la cémentite, on arrive à obtenir par le calcul le technique gamma N6C graphite. Et d'ailleurs, à partir de la projection du liquidus, cette technique peut être située à l'intersection entre les extensions métastables des lignes monovariantes entre liquide, austénite et graphite, ou liquide, austénite et M6C. Sachant que ces lignes ne sont pas de simples constructions géométriques, mais qu'elles peuvent être calculées sur la base de paramètres qui ont été évalués dans les bases de données thermodynamiques correspondantes. Alors, ce qui peut expliquer aussi le basculement aisé dans ce système entre des structures stables et métastables, ce sont les valeurs des températures caractérisées pour ces différences de technique qui sont relativement proches. Donc, en résumé, pour l'interprétation des microstructures et la reconstitution de l'évolution microstructurale, donc supportée par l'analyse des microstructures, il faut très souvent tenir compte de la formation de phases métastables, même dans des conditions de chauffage et de refroidissement qui peuvent être considérées comme modérées. Il faut tenir compte de la multiplicité de phases d'apparence primaire de solidification et de chemins de cristallisation hors équilibre. Et pour arriver à interpréter et à renseigner sur la genèse des microstructures, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est important de croiser différentes techniques expérimentales, des techniques expérimentales de maintien isotherme faisant intervenir la phase liquide, par exemple, ou croiser l'analyse des échantillons bruts de solidification avec l'analyse des microstructures qui sont issues d'expériences d'analyse thermique, par exemple. Donc, et en résumé, donc, je me permets de citer ce que les anciens m'apprenaient de la lecture des microstructures, que elles sont très riches en enseignements, mais à condition d'en faire une analyse minutieuse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant je suis prête à répondre à vos questions. Merci Annie, merci pour cet exposé très pédagogique avec des très jolies illustrations de cas de microstructures bien complexes. Est-ce qu'il y a parmi les auditeurs des questions qu'il n'y a pas eu dans le chat pendant ta présentation? Mais est-ce que quelqu'un a une question pour Annie? Moi, j'en aurais quelques-unes, mais j'ai une petite remarque déjà. Si tu peux te remettre sur ton slide 5, j'ai trouvé un truc super joli dessus. Oui, J'ai trouvé, non, juste avant, je pense. Excuse-moi, j'ai du 5, ça devait être celui. Ah, si, celui-là, 5. celui-ci? 5, Oui. non, 5, c'était ça. Le petit personnage diabolique, là, il t'a pas donné envie de le soumettre à un concours de photos? Alors, tu imagines bien que cette image n'est pas là par hasard. C'est justement parce que ce petit Il est, personnage il est qu'on magnifique. le représente. Bah, plus sérieusement, finalement, tu nous as montré aussi des allers-retours entre les projections de l'immunovariante et les lectures de microstructures. Mais quand on est justement dans un cas qui est un petit peu nouveau, si on attaque un alliage où on n'a pas l'appui, comment tu pondères l'aller-retour finalement entre un diagramme quand tu ne l'as pas et l'utilisation de la microstructure qui va t'aider à construire le diagramme, mais dont tu dois te méfier, comme tu viens de bien le démontrer, parce qu'elle est parfois hors équilibre. Quelles seraient tes recommandations en fait? Alors, d'expérience, quand je parle de croisement des analyses, c'est parce que je pense qu'on peut commencer déjà par analyser les échantillons bruts de solidification. La phase primaire, alors, si tant est qu'il n'en est qu'une, et son identification, déjà, c'est la première chose.
Sachant qu'après, comme j'ai expliqué, très souvent, ces échantillons ont subi une histoire de refroidissement telle qu'il est très difficile d'aller plus loin dans leur interprétation parce qu'on tombe sur des chemins de cristallisation carrément hors équilibre. C'est déjà un premier enseignement. Alors ensuite, il faut le coupler avec, avant de passer à l'analyse thermique différentielle, dans les exemples qui ont été montrés, on a couplé avec des techniques de maintien isotherme qui permettent d'avoir à la fois coexistence de la phase liquide et de la phase solide. Et en allant chercher, donc c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, mais en allant chercher des domaines triphasés entre le liquide et le solide, la composition du solide, si elle peut être déterminée, est un point de la ligne monovariante. Donc, ça va permettre d'avoir une indication et de situer cette ligne monovariante. Donc, on a à la fois l'information qui est issue de la détermination de la phase primaire et un point de la ligne monovariante. Et ensuite, on peut passer à l'analyse caractéristique des échantillons issus de l'analyse thermique pour voir si ça corrobore ce qu'on a alors déterminé. Sachant qu'aussi une autre indication, ça va être, si on peut le faire, l'analyse en composition de traversée de dendrites pour essayer de repérer des centres de dendrites et essayer d'avoir une idée sur la première conode qui va permettre d'orienter, donc ça surtout pour les solutions solides, parce que si on a affaire à des constituants des phases intermétalliques, donc là, la direction du chemin de solidification est plus évidente, mais dans la mesure où on a des solutions solides, donc on pourra se guider sur la connaissance de cette première conode qui va orienter le chemin de solidification. Ok, Et peut-être merci. aussi d'autres Mm. expériences auxquelles je n'ai pas pensé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Rodica, on t'entend. Oui, bonjour Annie, merci pour cette présentation très intéressante. Justement, on reste sur cette diapo parce que je suis assez impressionnée par la ligne de base du thermogramme qui est présenté ici. Et je voulais savoir quel capteur ATD vous avez utilisé. Alors ben justement, c'est pas de l'ATD. On l'a réalisé avec une canne DSP dans un multi-HTC Cetaram. D'accord, c'est un multi-HTC, ok. D'accord. Nous, on a du mal à obtenir au-delà de 900 000 des lignes de base aussi plates. Oui, Pas voilà. Ben, plates en absence de phénomène, hein, je veux dire. oui, Mm. oui, oui. Donc là, je pense que la qualité, c'est vraiment l'usage de cet appareillage beaucoup plus précis avec une canne DSP qui a permis Et d'avoir dans ce cas, ce thermogramme. pourquoi vous dites ATD si c'est une canne d'essai? Oui, c'est une canne DSC, Oui, mais on n'utilise pas. Oui, oui, voilà, oui. c'est vrai. Non, parce que j'ai un Mais autre on puriste à l'utilise. 2 bureaux plus Voilà. loin qui refuse le terme d'essai. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Oui, voilà. Voilà. OK. C'est une canne DSC, mais qui n'a pas été utilisée. Euh, disons qui a juste été utilisée pour caractériser les températures des événements caractéristiques. D'accord. Merci beaucoup. Merci Annie. Je crois qu'on a une question du groupe du SEMTI, parce qu'il y a beaucoup de monde avec Emmanuel de Bilbao. Donc Emmanuel, Oui. je te laisse. Merci Olivier, je donne la parole à mon collègue. Ouais, Mathieu Alix, ouais, donc je vais poser la première question. Moi, je me posais la question, je ne viens pas du monde des métaux, donc peut-être que. Alors, la réponse avant que je pose la question, ça va être que c'est trop symétrique, mais est-ce que vous utilisez le BSD? Est-ce que vous avez des informations précieuses qui peuvent arriver de l'EBSD, enfin, sur l'orientation et puis pour remonter à l'origine de la cristallisation? Par exemple, oui, ça, ce sont toutes ensuite des techniques complémentaires, parce que pour identifier avec précision les phases, de toute façon, donc soit on pratique des analyses microsondes, mais on aura juste une idée de décomposition, et ensuite il faut remonter à la cristallographie des phases, oui. Donc si on pratique avec des rayons X, on aura
On saura que les éléments, enfin que les phases existent, mais on n'aura pas leur localisation. Et effectivement, avec le BSD, on peut avoir des renseignements complémentaires. Oui, on pratique Plus que de aussi. l'identification, je pensais plutôt Oui. voilà, au chemin de solidification. Est-ce que justement par les directions, est-ce que ça peut vous apporter des informations? Ou peut-être que dans le cas des métaux, c'est trop symétrique et du coup, c'est pas très clair À vrai dire, je ne l'ai jamais utilisé en tant que tel. D'accord. Merci en tout cas. Mais bon, ce sont des idées qu'il faudrait creuser. Donc. On peut poser la deuxième question, en profiter? Bien sûr, continue Emmanuel. Donc moi j'ai une question en fait sur les aspects hors équilibre qui nous préoccupent beaucoup en ce moment. Et ce qu'on est en train d'observer a priori, si on ne se trompe pas, mais ça reste à vérifier, c'est que la solidification qui classiquement... Tout d'abord, merci Annie au fait pour la présentation. Pardon, j'étais parti de ma question tout de suite. Donc je reviens sur ma question. Dans la solidification, on sait qu'il y a une compétition entre la ségrégation mineure et puis la vitesse du front d'avancement du liquidus, et que donc ça va former des microstructures plus ou moins stables. Et nous, ce qu'on a observé avec des vitesses de refroidissement rapides, c'est qu'il semblerait que si on a déjà un solide à l'intérieur, la présence de ce solide pourrait avoir une influence sur la microstructure qu'on observe, parce que quand on l'a ou quand on l'a pas, on voit des choses différentes. Et donc, on se posait la question si ce solide, qui peut être d'une phase totalement différente de celle qui va précipiter, hein, ça, c'est pas encore vu, mais si ce solide pourrait servir un peu de template à la microstructure. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça en métallurgie qui ont été observées ou pas? C'est-à-dire une phase qui viendrait germer autour A priori. d'une autre phase? A priori. Et non seulement la microstructure, mais la présence même des phases, en fait. Tu sais, nous, on a une technique qu'on a déjà présentée là, avec la lévitation. Donc, on peut faire des vitesses de refroidissement assez rapides sur nos systèmes céramiques. Hein. Et en fait, les dernières expériences, on a laissé un petit morceau solide. On n'a pas chauffé complètement la bille. Donc, il y a une partie qui est solide. Et on coupe le chauffage. Donc, on se met à refroidir. Et si on va totalement dans la bille totalement liquide, ou si on laisse un petit morceau, on n'observe pas pas du tout. On observe des choses différentes quand même. Et donc, on se pose la question, a priori, ça viendrait de la présence de ce solide, mais est-ce qu'il y a eu déjà des expériences un peu de ce type-là et qui justifieraient... Il sert probablement de site de germination. Un petit peu comme si on ensemençait le liquide en germination hétérogène. Oui, mais ça nous donne des différences aussi dans la présence des phases. Très probablement, parce que est-ce qu'il y aurait alors compétition de croissance? J'ai un exemple en tête, c'était sur les arbres à cames avec les transitions fond blanche, fond grise. Où effectivement on peut avoir compétition entre une phase primaire et des structures eutectiques. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Il ne faut pas dire pour l'instant, mais déjà, c'était sur le principe, savoir si c'était raisonnable de penser que ça puisse avoir cet effet-là. L'effet, a priori, assez important. Peut-être en cherchant du côté des vitesses de croissance des différentes phases, oui. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question pour Annie? Non? Moi, je t'en poserai quand même une dernière, moi, Annie, si tu veux bien. Mais avec Tu plaisir, nous as oui. présenté deux cas un peu différents, avec une forme de macro-ségrégation due à des différences de densité. Dans un cas avec une phase moins dense, dans l'autre cas avec une phase très dense. Mhm. De ton expérience, tu as observé ça pour quelle gamme de différence de densité? Est-ce qu'il y a une sorte de règle où, au-delà d'une certaine différence, tu observes effectivement soit de la flottaison, soit de la décantation? Alors, non, et ça, c'est quelque chose qui a été caractérisé sur les petits lingotins après analyse thermique. Hmm. Euh, donc, c'est vraiment
un phénomène naturel dû à la différence des masses volumiques. Je veux dire, parce que c'est aussi un phénomène qu'on provoque avec nos techniques de séparation de phase. Mais donc, non, en fait, j'ai jamais regardé les différences de densité nécessaires de masse volumique, on va dire, nécessaires pour observer ce phénomène. D'accord. Ok, parce que c'est vrai que toi tu l'utilises, enfin, et parfois là il est un peu pénible parce qu'il quand on veut Alors là, étudier l'équilibre, il est pénible, mais sinon il est là intéressant c'est quand on veut subi. séparer les phases. Ouais. Voilà, voilà. Oui, tout à fait. Mais là, en ATD, du coup, en analyse thermique, du moins, ça va compliquer le chemin de solidification. Hmm. En tout cas, moi aussi, j'ai eu aussi quelques expériences par rapport à ce que tu as mis tout à la fin là, sur le magnésium, yttrium, manganèse. Bon, je trouve il y a un intérêt justement parfois à aller regarder des choses à des refroidissements rapides hors équilibre, parce que j'ai l'impression que globalement, la règle, c'est que si tu as des péritectiques, tu vas à Oui, peu près rencontrer quasiment toutes les phases jusqu'à atteindre le point minimum sur le liquidus. Et donc finalement, c'est oui. une façon d'explorer le diagramme. C'est aussi une façon d'explorer le diagramme puisque finalement, tu parcours le Ah, liquidus, tu le parcours très très oui, loin. Et donc finalement, tu peux comme ça avoir une idée des phases qui ont un liquidus avec une seule manip, avec un refroidissement très rapide. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais est-ce que tu l'as fait sur d'autres systèmes, ce genre de choses? non, non, Tu l'as vu ailleurs. ça c'est quelque chose donc on a réutilisé en enseignement parce que C'est très pédagogique, c'est très c'est une joli. très jolie Ouais. illustration de quelque chose qui est proposé aussi dans Plomb Bismuth. Et donc là, qui est étendu à un système ternaire, donc c'est une très jolie illustration. Mais non, sur mes systèmes, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer ce, ce phénomène, mais euh, non, non, mais effectivement, c'est c'est vrai que l'utiliser de façon provoquée pour avoir tout l'enchaînement des péritectiques, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Enfin, l'enchaînement des réactions Ouais. invariantes, Hmm. du moins dans les systèmes binaires. Oui, oui, après, c'est peut-être un peu compliqué. Après, ça devient compliqué, ouais, je pense. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires pour Annie, bah, il me reste à te remercier. Je pense au nom de tous ceux qui étaient là aujourd'hui pour t'écouter. Merci beaucoup pour ta présentation. Et Ben, puis, bah, merci vous à la vous pour cette retrouverez occasion. sur la chaîne YouTube aussi, plus tard. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir à Bon tous. après-midi. Au revoir, merci.